quand tu veux te protéger du vent, il faut que tu te mettes derrière un vélo. Puis le bénéfice de la protection du vent n'existe à peu près plus lorsque tu es environ 2 roues, 3 roues en arrière de la roue qui te précède, en termes de distance. Quand tu es rendu à 3 roues, là, l'effet d'aspiration, tu l'as à peu près plus. Tu l'as perdu. Bienvenue à La Santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Votre hôte, Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre hôte, le Dr Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute! Bienvenue à cet épisode bien spécial de la santé au-delà des mots. Cette semaine, nous allons au grand défi Pierre Lavoie. C'était partie remise puisque j'avais déjà été invité en 2020 et que la pandémie, évidemment, nous avait obligés à revoir nos priorités. Pour 2022, je retrouve donc un groupe d'amis et je fais partie de l'équipe Étoile Jonquière. Mes collègues pour l'activité sont les docteurs Mathieu Lalancette, Steve Miller et Nicolas Godreau. Il y a également avec nous M. Nicolas Massicotte, qui est planificateur financier, et Mme Catherine Lalancette, qui est enseignante en sciences au niveau secondaire au Mont-Sainte-Anne. Catherine était notre gérante, plus grande fan et conductrice durant les 4 journées de l'activité. En plus de veiller sur nous et de s'occuper et de s'assurer que nous ne manquions de rien pour être à notre meilleur pour ce grand défi Pierre Lavoie. Le tout débute le jeudi matin avec la séance d'information, une séance aussi un peu de motivation qui a été animée cette année par José Lavigueur et Marie-Claude Barrette. Allô? Bonjour tout le monde! Wouh! Salut Marie-Claude! Salut José! Est-ce que t'aimes la vie comme moi? Oh my God! Tellement, tellement. Je pense qu'on l'aime pas mal égal, mais là, en ce moment, te dire comment je l'aime après 2 ans d'attente. On est tellement sur la même longueur d'onde, gang, c'est vraiment ça. Après 2 ans d'attente pour remettre les pieds sur scène et animer la fameuse, la mythique réunion des cyclistes du 1000. Là, je te garantis que j'aime la vie beaucoup, beaucoup aujourd'hui. Vraiment beaucoup. Les cyclistes, les bénévoles, les chauffeurs, tous les gens qui sont ici dans la salle aujourd'hui. On veut tellement vous dire merci d'avoir répondu à l'appel. Oui! Alors, pas besoin de vous dire que la première impression est quand même assez favorable. Le théâtre du palais municipal de la Baie est plein à craquer. Les cyclistes ont l'air excités, contents de se revoir. La table est mise donc pour une expérience assez particulière, surtout pour moi qui ne suis pas un cycliste, même si je suis dans une condition physique acceptable qui me permet d'envisager sans trop de douleur cette expérience assez particulière. Alors à la suite, on a eu quelques discours par les ténors du grand défi, donc Germain Thibault, Pierre Lavoie. On a eu les directives de sécurité de la part du responsable de la Sûreté du Québec.
Et un petit monologue de Philippe Laprise, somme toute assez amusant. Alors, c'est quoi le grand défi? Eh bien, en consultant le site internet du Grand Défi au legdpl.com, on peut en apprendre un peu plus. On apprend notamment que Pierre Lavoie avait en 1999 effectué son premier défi en solo, soit de parcourir 650 km en 24 heures dans un parcours ceinturant la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et à partir de cela, Pierre Lavoie a senti l'engouement pour le processus. Il avait notamment répété le même exploit en 2002 et en 2005. Il visite ensuite les écoles et instaure un processus ou une compétition qui s'appelle « Fais ton kilomètre avec Pierre ». Et il commence à inscrire des écoles à cette activité. Mais Pierre Lavoie voit encore plus grand. De concert avec Germain Thibault rencontré en 1999 lors d'un Ironman à Hawaï. Ils discutent de santé des jeunes. Alors, j'invite Germain Thibault à venir vous adresser la parole. Wow! Normalement, je suis derrière dans les estrades, puis je suis ça de loin. Mais vous voir aussi ici tous présents, ça nous fait excessivement chaud au cœur, je peux vous le dire. C'est quelque chose à vous voir, puis je sais qu'on va se côtoyer pendant 4 jours, mais je veux le répéter, on a douté cette année, on a douté l'année dernière, on a travaillé fort, mais de vous voir ici après 2 ans, c'est très rassurant pour le Grand Défi, c'est très rassurant aussi pour les saines habitudes de vie du Québec. Alors, je vous remercie d'être là. Il développe l'idée d'étendre le concept du Grand Défi à l'échelle de la province dans le but de sensibiliser les jeunes à adopter de saines habitudes de vie. Le projet voit finalement le jour en novembre 2008. Il s'appellera désormais le Grand Défi Pierre Lavoie. Et lors des entrevues avec les personnes que j'ai côtoyées au cours du Grand Défi, vous entendrez certains qui sont des fidèles du Grand Défi et qui ont participé à toutes les éditions. Alors, c'est quoi le Grand Défi Pierre Lavoie? Eh bien, c'est 1000 km en équipe. L'équipe est composée de 5 personnes. Il y a des étapes de jour, de soir et de nuit. Pour les étapes de jour et de soir, au maximum 2 participants d'équipe. Pour l'étape de nuit, un seul cycliste. Nous sommes donc partis de l'Abbé jeudi le 9 juin 2022 pour arriver à Montréal au Stade olympique dimanche le 12 juin 2022 après 1000 km de vélo en équipe. Mais avant d'aller plus loin, un peu d'humour avec Philippe Laprise, suivi de l'entrée triomphale de Pierre Lavoie qui n'a pas revu ses amis cyclistes depuis trop longtemps. Vraiment, vous pouvez être
très, très fiers. Merci beaucoup tout le monde. Merci d'être monté sur scène avec nous. Parce que là, on va justement laisser cette scène à un grand ami. Moi, je touche plus au trait. Excuse-moi. Un grand ami du Grand Défi. Quelqu'un que vous attendez depuis probablement le début de cette rencontre. Et vous l'avez entendu rire. Mesdames et messieurs, notre ami, mon ami, Philippe Laprise! Content d'être là. Je suis quand même un peu nerveux, je dois vous l'avouer. J'ai 2 appels manqués de Ciment Québec. Donc, je te rappelle, je vais t'appeler, là. Inquiète-toi pas, je vais t'appeler. Je sais qu'il est mal. Bravo. Vous me donnez du matériel. Je vous écoute pendant 1h30, je fais... Vous êtes capoté ben raide. Écoute, je suis tellement hyper content de voir, tu sais, là, pour vrai, là, il y a 50% de nouvelles personnes qui font le 1000. Je suis sur le cul ben raide. Là, je me suis manqué un gars extraordinaire, un gars que, vous savez, on est natifs de la même région, il vit ici depuis longtemps, il y a un chalet à Lens-Saint-Jean, j'ai un chalet à Lens-Saint-Jean. Il a failli pas être là. On a fait de la motoneige ensemble cet hiver. Puis Pierre, c'est un gars craqué, pas juste sans vélo. Tu sais, moi, ça fait longtemps que je fais du hors-piste, des affaires de même. Pierre, ça fait 2 semaines. Puis lui, comme si toute sa vie l'avait fait. Quand il est arrivé, il y avait un casque, ok, je vous explique, puisqu'on enlève les lunettes pour se parler, puis on défait le casque, on enlève les lunettes de même. Tu sais, puis à un moment donné, ses lunettes, il buait. Puis il fait, ouais, on a de la misère, mes lunettes, ils buent. Puis là, à un moment donné, j'ai dit le truc que tous les motoneigistes connaissent. T'enlèves tes lunettes, t'es mets dans ton manteau, là, ils vont fondre. Puis à un moment donné, t'es vraiment par terre. Fait que là, maintenant, on part. Ah! Écoute, on fait facile 75 km, il fait moins 50. On arrête, puis je fais, regarde, c'est quoi? Tes lunettes, ils sont où? Ben, tu me dis tes lunettes dans mon manteau. Je fais, il y a le nez blanc, les joues blanches. Je fais, là, mec, tu vas devenir aveugle, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, ah, pas grave, on a du fun, Steve. Un craqué comme j'aime, un gars que j'adore, un gars à qui j'ai le plus grand respect, que j'aime beaucoup, c'est le plus beau frisé gris du monde. C'est le plus beau. Écoute, il y a tellement de belles shapes, on dirait ma jambe. C'est extraordinaire. Ouais, c'est des sièges, tout le monde Enfin, on y revient. Merci sincèrement et les remerciements avant de commencer, petit Laus. Oui, nos animatrices, bien entendu, Philippe, aux équipes exceptionnelles, les montants amassés, Ciment Québec, les Îles-de-la-Madeleine, mais vous tous, les cyclistes là, qui vont dans les écoles, qui se rendent compte du besoin, puis qui voient le Québec de demain. Ça a commencé en 2009. Aujourd'hui, ceux qui ont fait des cubes énergie à l'époque, qui étaient parrainés, ont terminé l'université, donc ils sont dans la société maintenant, ces adultes. Et c'est ça le mouvement social. Ça se fait tout doucement, tranquillement, avec l'implication de tous et chacun. Merci Luc Papillon pour ton discours. Luc a tout compris. Je sais que vous avez tous compris ça, mais on voyait un niveau d'implication exceptionnel qui donne des choses exceptionnelles. Le Grand Défi, on a toujours voulu monter la barre le plus haut possible pour vous livrer quelque chose d'unique. Donc, pour la moitié des cyclistes qui ne l'ont jamais fait, vous vivrez quelque chose d'intense en fin de semaine. Vous allez vivre quelque chose où vous allez vous rendre compte que c'est important ce qu'on fait. Et oui, parfois au départ, on le fait pour nous, mais rapidement, on se rend compte que... Mais pourquoi on fait ça? Ben, on le fait pour les enfants, on le fait pour être des modèles, on le fait pour influencer, bien entendu, pour changer notre société. Aujourd'hui, je vois le Québec évoluer dans la bonne direction. Il y a des gros défis sociétaux à relever. Et la durabilité sera une des voies qui va nous permettre de pérenniser nos systèmes. Est-ce qu'on a un système de santé durable? Non. Est-ce qu'on a un environnement durable?
Non. Est-ce qu'on a une économie durable? Non. Mais des élus au Québec, on ne fait pas de prévention, on ne fait que du rouge. Donc, il faut changer ce système, le faire évoluer dans le respect. Ce qui est important, votre influence, je vous demande une chose, c'est d'être respectueux, d'être inclusif et d'accompagner les gens, mais ne rien imposer. Imposez rien. Ce qu'on propose, c'est quelque chose de cohérent, qui se tient, puis qui fait du bien depuis des années. Des fois, les gens ne comprennent pas ce qu'on fait, mais il faut venir le vivre, il faut le comprendre. Après, on comprend tout le sens du mouvement du Grand Défi, qui est maintenant des tentacules dans les CPE, dans les écoles secondaires, avec des médecins maintenant qui prescrivent la marche à leurs patients. Donc le Québec est en train de grouiller vers une société un peu plus responsable. Et bien entendu, nous sommes la première entité en Amérique qui aura pris de front la prévention. Il y a eu une annonce lundi par le gouvernement, donc on fait la première politique, donc il y aura un plan sur les maladies orphelines. C'est un recul en 1999, quand j'étais ici à la baie, puis je partais faire le défi Pierre Lavoie pour sauver Laurie et Raphaël. Si j'aurais rêvé qu'on trouverait le gène, qu'on ferait le dépistage dans ma région pour régler le problème, et que par la suite, les 700 000 personnes au Québec sont touchées par les maladies orphelines sera enfin parrainé par, pas parrainé, mais trouver une famille d'accueil. Mais aujourd'hui, tout ça est en train de se mettre en place. C'est des rêves, mais bien entendu, on peut rêver toute notre vie, mais la seule façon de les obtenir, c'est de s'impliquer. On a 12 ans d'avance sur toutes les grandes provinces canadiennes par rapport aux saines habitudes de vie. L'espérance de vie du Québec a atteint un niveau record de 83 ans maintenant en moyenne. Mais le gros défi qui nous reste à faire, c'est d'augmenter l'espérance de vie, qualité de vie. Quand on regarde les Scandinaves qui ont la même espérance de vie que nous, 83 ans, eux rentrent 6 ans plus tard dans leur système de santé. C'est plus tard que nous. Donc le gain, il est dans les habitudes de vie. Et qu'on a créé un événement unique au monde, ça n'existait pas de faire comme ça dans le monde, là, qui est parti de rien, parti d'une situation extrêmement négative, et aujourd'hui, tout doucement, on est en train de changer le Québec vers le gros bon sens. Merci à vous tous, et soyez prudents. On y va. On peut le voir dans le parc des Laurentides. Il y a un génie. Ça me représente, c'est ça? C'était out of the box. Nicolas Godreau est chirurgien à Saint-Jérôme. Je l'ai connu en 2005 alors qu'il amorçait sa dernière année de résidence en chirurgie générale à Québec. Et nous sommes restés depuis de très grands amis. Ce qui m'amène à faire ça chaque année, évidemment, c'est la cause. Je crois beaucoup à la cause. OK.
Nous, le défi Pierre Lavoie, c'est une activité qui sert à beaucoup de causes à laquelle je crois. Entre autres, évidemment, tant dans le domaine médical, tout l'aspect de financement de la recherche de maladies, peut-être un peu moins financé. Je trouve ça important. Ce qu'on appelle les maladies orphelines. Ouais. Puis, moi, j'ai été sensibilisé au départ par l'histoire de Pierre Lavoie. Oui. Avec la perte de ses 2 enfants. Fait que quand il a parti ça, puis dans ce temps-là, je vivais au Saguenay, alors on a tout de suite embarqué là, pour l'appuyer dans tout ça. Puis là maintenant, ben ça a pris des plus grandes proportions. Hein. Ça aide à financer l'activité physique chez les jeunes, la promotion de saines habitudes de vie. Alors, c'est toutes des causes qui me tiennent à cœur. Évidemment, étant dans le domaine médical, on est sensibilisé à ça. Oui, tout à fait. Puis, après ça, il y a l'aspect vélo, hein, qui est un trip assez incroyable. On fait ça entre amis, puis à chaque année, moi, c'est ma première expérience, donc on est amis pour le moment, mais je pourrais te confirmer plus tard si on l'est encore. Peut-être que ça va changer notre relation. En fait, c'est un trip incroyable. Ouais. Hein, si on pense juste l'aspect vélo, puis l'aspect amitié, là, la fin de semaine, c'est vraiment une belle activité que je manquerais pas, là. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror and he is no... Ce qui est un peu particulier, c'est que je n'ai à peu près aucune expérience au niveau du cyclisme en peloton, et je suis convaincu que cela inquiétait mes confrères et consoeurs qui n'ont probablement pas osé m'en parler directement, mais néanmoins, mon grand ami Steve Miller, qui est chirurgien à Drummondville, a quand même pris soin de me donner un laïus assez complet sur la façon de rouler en groupe pour éviter les accidents et maximiser l'efficacité. Quand tu es dans l'effet d'aspiration à vitesse égale, tu viens d'économiser à peu près 30% d'énergie. C'est quand même incroyable. C'est 30% d'énergie. Ah ouais, c'est ça. Oui. Donc, quand tu es en avant, l'idée du peloton, évidemment, c'est d'économiser l'énergie à tout le monde, mais évidemment que la proximité des gens qui sont collés un sur l'autre, il y a un élément de sécurité qui rentre en jeu. Donc, pour minimiser les risques de touchette, de chute, de quoi que ce soit, il faut que les gens soient attentifs, mais il faut qu'ils soient aussi énergiques, il faut qu'ils soient en forme. On ne doit pas penser à une vitesse constante, mais à un effort constant. Donc, quand tu montes une côte, si tu gardes le même effort, veux pas, ça va ralentir. Ah ouais. Puis si tu gardes le même effort en descendant, ça va accélérer. C'est pour ça que je te dis, la vitesse, elle ne sera pas nécessairement toujours la même. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Donc, si tu as vidé ta tank à gaz en avant, puis tu n'as plus de gaz dans la tank, t'es mort parce que le train va passer à côté, tu ne seras jamais capable de te coller au peloton. Parce que ça a l'air de rien, mais mettons que le peloton, il roule à 32. Tu te laisses déporter. Le peloton passe à côté de toi, et avant de te mettre derrière, tu as laissé passer une distance de 4 roues de bicycle. Tu n'es plus dans l'effet d'aspiration.
mais il faut que tu ailles chercher ton groupe. Alors, si le groupe roulait à 32, il faut que tu montes à 35, 36 pour aller chercher le groupe. Mais si tu as vidé ta tank en avant, ciao, bye, c'est terminé, tu te fais éjecter. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'il y a quand même un apprentissage qui se fait, je te dirais, sans exagérer, là, sur, à la limite, quelques années. Là, avant de tout catcher ça, puis surtout connaître ton corps. Tu sais, tu dis, je le sais, je le sens, mais comment tu fais pour le savoir et le sentir? C'est parce que tu as déjà été trop loin. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de la santé au-delà des mots. Tu veux lancer ton propre podcast mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour@gomouton.com. bonjour@gomouton.com. L'univers du podcast t'attend. Visitez le site web du balado à www.baladosanté.ca au BALADO-SANTE.ca. Visitez également notre page Facebook, envoyez-moi des commentaires, des suggestions d'invités et abonnez-vous au balado sur la plateforme de votre choix. J'ai connu Steve Miller en 1997, quand j'ai commencé ma carrière à l'hôpital Sainte-Croix de Drummondville. À l'époque, il travaillait en équipe avec Dr Richard Laplante. Steve et Richard ont donc été mes deux collègues en début de carrière et ils garderont donc toujours une place très importante dans ma mémoire, puisque le support des collègues en début de carrière est quelque chose d'essentiel pour un chirurgien. Ce qui était vraiment spécial pour Steve cette année, c'est que nous amassions des fonds pour l'école Au Cœur des Monts à Belleuil, où étudie sa petite fille Alice. Et ce sont 14 500 $ que nous avons ainsi amassés pour l'école de sa petite fille. Combien d'éditions du Grand Défi, Steve? 11e. Puis, qu'est-ce qui t'amène à faire ça? En fait, c'est 11e participation. 11e participation? Oui. Puis, qu'est-ce qui t'amène à faire ça? Ben, en fait, la première année, j'ai été invité à la dernière minute par une équipe qui manquait un membre, qui était essentiellement la deuxième année du Grand Défi Pierre Lavoie, organisation qui, à l'époque, j'avais entendu parler vaguement. Que je connaissais pas bien la raison d'être, mais qu'on avait entendu parler. Et puis au cours de la deuxième année, là, c'était beaucoup plus clair dans mon esprit quelle était la mission de la Fondation Pierre Lavoie. Et puis de façon un peu surprenante, à la toute dernière minute, une équipe qui manquait un membre m'ont avisé de la situation, m'ont demandé si je voulais participer. Et à l'époque, ça? À l'époque, il y a 11 ans, et je me suis aperçu que ça faisait que le tout démarrait le lendemain matin. OK. Donc, j'ai sauté sur l'occasion, et puis depuis ce temps-là, j'ai continué à participer. J'ai manqué une seule année. OK. Et puis, ce qui me motive à continuer, mais évidemment, c'est la mission de base, qui est essentiellement une levée de fonds pour aider la recherche pour les maladies orphelines, dont les enfants de Pierre Lavoie sont décédés il y a près de 30 ans maintenant. Il y a une trentaine d'années. L'acidose lactique. L'acidose lactique, précisément, mais c'est ajouté par la suite d'autres maladies orphelines dans la levée de fonds.
Et par la suite, est apparu les cubes d'énergie, les levées de fonds pour aider les écoles, particulièrement les écoles primaires, à avoir des fonds pour pouvoir aider les enfants à faire de l'activité sportive. Puis la levée de fonds cette année a une saveur particulière pour toi? La levée de fonds cette année a une saveur particulière pour moi parce que je suis directement, comment je peux dire, touché par le fait que l'équipe dont je suis membre cette année ont décidé d'aider l'école où ma petite fille Alice Roy est en ce moment à Belleuil. On compte remettre combien d'argent à peu près? La levée de fonds actuellement n'est pas complètement terminée, mais la levée de fonds, jusqu'à maintenant, on a ramassé au moins 14 500 $ pour l'école de Alice. OK. Et puis, on a environ 14 500 $, mais on sait qu'il y a des fonds qui continuent d'entrer. Fait qu'on devrait au moins donner au moins 15 000 $, peut-être un peu plus. Puis dis-moi, avec le temps qui passe, trouves-tu ça plus difficile ou plus facile physiquement, le grand défi? Ouais, ça, c'est une bonne question. Disons que j'ai maintenant 63 ans. Heureusement, la vie est bonne avec moi. Là. Je suis encore en santé, je suis encore en forme. Mais évidemment que l'expérience acquise au cours des 10 dernières années, je dois avouer que ça se simplifie un peu avec le temps. OK. Il y a moins de surprises. On sait un peu dans quoi qu'on s'embarque. Donc, on est capable de mieux se préparer. Donc, avec le temps, je dois avouer que c'est probablement plus facile avec le temps, malgré le fait que j'ai 10 ans de plus vieux qu'à l'époque. Et c'est quoi qui t'attire tant que ça dans cette activité-là? Moi, c'est ma première édition, puis là, il pleut, il fait froid. On est entassé dans un véhicule récréatif. Bon, disons que c'est sûr que la mission de base de la Fondation me touche personnellement. Moi, j'ai toujours pensé que pour faire bouger mes enfants ou les gens de mon entourage, j'ai toujours pensé qu'il fallait prêcher par l'exemple. Donc, je suis quelqu'un qui fait quand même passablement d'activité physique malgré mes obligations professionnelles. Malgré les obligations professionnelles, on arrive toujours à bouger beaucoup. Puis moi, je trouve que c'est important de le faire. Mais ce qui me motive à le faire, c'est que quand on fait beaucoup d'activités physiques, on est rarement dans des conditions parfaites de toute façon. Tout à fait. Donc, rouler dans la pluie, rouler où est-ce qu'il fait froid, où est-ce qu'il vente, ça fait partie de notre vie, là, en fait. Fait que le fait qu'il mouille aujourd'hui, c'est une journée parmi tant d'autres. Puis l'étape que tu fais aujourd'hui, c'est quoi, toi, la prochaine étape? Ma prochaine étape, ça va être l'étape entre Stoneham et Saint-Raymond-de-Portneuf, qui est une étape qui a des bosses. C'est une étape de nuit. C'est toujours un peu plus difficile la nuit. Évidemment qu'on n'a pas les mêmes repères que durant la journée. Heureusement, le peloton est 2 fois plus court. Il y a un seul membre d'équipe plutôt que 2 membres d'équipe qui la font. Ça nous simplifie un peu la vie, mais c'est sûr que la noirceur nous donne un peu des références différentes. Fait qu'il faut être un peu plus aguerri pour faire ce genre d'étape-là, d'autant plus qu'il y a passablement de bosses à monter. C'est bon. On se reparle plus tard. On se reparle plus tard. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Salut Nicolas. Salut. En forme? Bien sûr. On vient de terminer une randonnée de 133 km. D'ailleurs, je te félicite, t'as été pas mal bon. Merci. Et dis-moi... J'aime ça prendre l'avance quand je fais l'entrée. Puis là, tu ressors un rapport à 19h pour combien de kilomètres? 70. Ouais. Puis comment tu te prépares après 133 km pour remonter sur ton vélo, là? Ben là, en arrivant, on a bien mangé. On a eu un bon repas, là, avec une belle organisation là, de la boucle. Alors, on a pu se bien manger pour bien récupérer. Puis là, on est entre amis. On est assis sur une chaise. On repose les jambes. On s'hydrate comme il faut. Puis, on va repartir ça tranquillement.
quand tu repars là, les premiers kilomètres, là, est-ce qu'on était un peu courbaturé? Là? Ben là, c'est sûr que je commence un peu à avoir mal aux fesses, là. Mais on va mettre un petit peu de crème là, dans le cuissard, puis ça va bien aller. OK. Puis c'est quoi l'étape? Vous allez où? On va à Saint-Bruno. Saint-Bruno de Montarville, je crois. OK. Ouais. C'est comme l'étape de 70 km entre 19h et 22h. Puis ensuite, demain, c'est la fin. Oui, ça va vite. Déjà, il va y avoir une petite étape cette nuit, après, Saint-Bruno. Puis demain, il y a une étape demain matin. Ensuite, on finit les 1000 cyclistes là, pour l'arrivée finale au stade olympique. Dis-moi, on en avait parlé un peu il y a quelques jours, mais la place du sport dans ta vie, là, c'est quand même assez important, sinon très important. Oui, c'est très important. Sans faire une maladie, là, je trouve que le sport est une façon pour moi de maintenir un équilibre avec le travail, la famille. Ça m'aide à m'aérer l'esprit. Les semaines que je suis pas capable de m'entraîner ou pas faire de sport du tout, je me sens moins en forme. OK. Alors, je te dirais que pour ma santé mentale, là, faut bouger assez régulièrement. Puis à part le vélo, tu fais quoi? Des fois, je nage. Souvent, je fais de la course à pied. L'hiver, du ski de fond. OK. Ton sport préféré, c'est le vélo? Ou... J'aime... mon sport préféré, je pense, c'est le ski de fond. OK. Ouais. Okay. Pour quelle raison? Je sais pas. La nature, le calme, la sensation de glisse. OK. J'adore ça. Puis pourrais-tu t'imaginer arrêter de faire du sport, disons, là, on ne souhaite pas ça à personne, mais tu te blesses là, une cheville. Ben, justement, je me suis souvent fait la réflexion, on a déjà parlé. Il y a un bout de temps dans ma vie que j'aurais dit non. Je peux pas m'imaginer, je sais pas comment je réagirais. Mais plus récemment, je me suis dit, ben, il y a beaucoup d'autres choses quand même à faire dans la vie que le sport. Puis, moi, il y a bien des affaires que j'aimerais explorer davantage. Alors, peut-être que ça serait tout simplement une occasion de faire de la musique. D'essayer autre chose. Ouais, essayer autre chose. Ouais. Bien qu'on s'est fait dépasser aujourd'hui par un athlète qui était sur un cycle là, pour vraisemblablement une blessure médulaire là, à l'étage inférieur de l'abdomen. De vélo. La personne était couchée. Exact. Puis c'était presque humiliant pour nous. Là. On dit de l'huile de bras. Hein? C'était littéralement ça. Oui, c'est tout à fait spectaculaire. C'était formidable. Ouais. Puis dis-moi, quand tu dis que tu arrêtes de faire du sport, tu trouves ça difficile, c'est la composante physique ou psychologique? Je dirais que je me sens moins en forme. Une espèce de sevrage? Fatigué peut-être, oui. OK. C'est difficile à expliquer, mais vraiment, moi, je règle beaucoup de problèmes. Puis je me fais beaucoup de plans dans ma vie quand je fais du sport. Okay. C'est un peu une sorte de méditation. Okay. Tu pars jogger 1 heure, ou tu pars en vélo 2 heures. Là, je reviens, puis là, souvent, je dis à ma conjointe, bon, là, on va faire telle affaire, j'ai eu telle idée. OK. On devrait peut-être faire ça de même, finalement. Puis vraiment, je sais pas, ça me fait travailler l'esprit, j'imagine. OK. Puis, je règle un paquet de problèmes. OK, mais ça prend une conjointe assez conciliante pour te permettre de t'entraîner là, presque quotidiennement. Oui, effectivement, ma conjointe est très conciliante, mais je pense que quand je m'entraîne pas, sur une période prolongée, puis je commence à être un petit peu moins de bonne humeur, elle aime autant que j'aille m'entraîner. Ça, c'est sûr. OK, ouais. Ben, c'est bon. Ça, écoute, parfait. Excellent. Fait qu'écoute, on va te laisser terminer ta préparation. Puis, OK. On se reparle plus tard. Ça me fait plaisir. Merci. Et toi, ben, bonne fin de défi. Ben, merci.
Là, je suis avec Catherine Lalancette qui... Qu'est-ce que tu fais, Catherine Lalancette, dans le Grand Défi Pierre Lavoie 2022? Je suis la conductrice désignée. OK, puis c'est quoi ça? En fait, c'est moi qui conduis le VR d'une étape à l'autre. Là. Okay. On part et on arrive avant les cyclistes, puis je conduis le VR, puis je vais chercher les cyclistes là, lorsqu'ils arrivent à la ligne d'arrivée. Puis tu accompagnes ton frère? Exactement. Avec qui je vais sûrement plus tard, qui est Mathieu, qui est un collègue chirurgien. Puis dis-moi, est-ce que tu aimerais mieux faire le Grand Défi quand il pleut comme ça ou tu aimes mieux être dans le véhicule? Beaucoup plus... comment je pourrais dire? Je suis vraiment mieux dans le VR, finalement. Okay. Et je pense que tu l'as déjà fait, le Grand Défi. Oui, je l'ai déjà fait une année, puis j'ai déjà fait 2 boucles à part ça. Ouais. OK. Puis tu devrais le refaire plus tard, j'imagine? Oui, peut-être, mais on dirait que j'aime mieux essayer. L'année que je l'avais faite, c'est que j'avais remplacé quelqu'un un petit peu à la dernière minute, puis on dirait que j'aimais ça, le fait d'arriver comme un peu un cheveu sur la soupe, disons. Là. Ouais. Puis dis-moi, qu'est-ce qui t'attire dans cet événement-là particulièrement? Là? C'est la cause, c'est le fait de te retrouver avec des amis? Oui, la frénésie de tout ça, je dirais. Okay. Là, tu sais, c'est... ben oui, la cause, mais aussi de... Tu sais, on vit jamais ça dans la vie, de partir une gang dans un VR, puis de pas parcourir tant que ça, en fait, là, malgré tout, de ne pas aller si loin que ça, mais quand même, on est tout le temps ensemble. Le fait qu'on soit très proche, là, puis tout ça, tu sais, ça, c'est des choses que j'aime bien, là, tu sais, je suis à l'aise là-dedans, ça me dérange pas, puis c'est des choses qu'on revit pas à l'extérieur, là, si c'était pas du Grand Défi. Là. Puis toi qui es dans l'enseignement, j'imagine que le fait que le Grand Défi puis la Fondation soit axée sur les enfants, puis l'éducation, le sport, ça doit venir te chercher. Effectivement, là, de développer les saines habitudes de vie chez les jeunes, moi, c'est les ados. Je trouve que c'est une cause qui me tient à cœur. Fait que c'est pour ça aussi que je le fais, puis c'est pour ça que j'ai décidé d'embarquer là-dedans aussi, en plus. L'enjeu du sport ou d'activité chez les jeunes, est-ce que c'est quelque chose que tu constates? Est-ce que c'est puis est-ce que la pandémie a eu un impact là-dessus? Est-ce que tu as été en mesure de vivre ça dans ton milieu? Ben oui, la pandémie, certainement, elle a dû affecter, mais même à ça, je trouve que c'est difficile là, de plus en plus. Là, il y a quelques années, j'entraînais les jeunes, on participait à la course au secondaire. Là, on l'a fait pendant plusieurs années dans mon école secondaire, puis les jeunes, c'était difficile. Des fois, la motivation d'aller la chercher, il y a des jeunes qui étaient vraiment pas en forme. Il y en a qui le sont beaucoup. Nous, on a des programmes de sport étudiant à l'école, puis tu sais, c'est souvent eux qu'on revoit qui s'impliquent dans des choses comme ça, mais des jeunes, ceux qui sont sédentaires le sont vraiment... Beaucoup, c'est ça qui est dommage. Puis ceux qui en font, par exemple, ils en font beaucoup. Fait que ça, c'est bien, mais on dirait c'est d'essayer d'aller chercher les autres qui est plus difficile. C'est quoi les trucs, disons, pour faire bouger les sédentaires? Est-ce qu'il y en a ou c'est peine perdue à certains égards? Ben, je voudrais pas dire que c'est peine perdue, oui, là. C'est ça. Ça serait décourageant. Oui, c'est ça. Non, c'est sûr que on essaie, là, de, tu sais, je trouve que justement, quand on pouvait faire la course, on allait en chercher quand même des jeunes qui sont sédentaires. Tu sais, quand on le voit, on est fiers des voir bouger, mais c'est pas tu sais, je peux pas dire qu'on réussit à en faire bouger énormément là, malgré le fait qu'on s'investit beaucoup puis qu'on essaie le plus que possible. C'est sûr que dans la routine de tout ce qui arrive, on fait toutes nos choses, on a de la misère des fois à aller au-devant puis à aller chercher, s'impliquer toujours là-dedans puis essayer de les motiver. Moi, j'enseigne mes sciences puis j'essaie, avec le message que je passe, de leur dire que c'est important plus que de les amener nécessairement sur un terrain ou quelque chose, là. Le travail que tu fais, c'est depuis presque 20 ans. Puis souvent, les adultes, on regarde les enfants, puis on est découragé, puis on a l'impression qu'ils
bougent moins qu'avant, ils sont moins motivés qu'avant. Trouves-tu que les jeunes changent ou c'est notre perception des jeunes qui change? Bien, je pense que c'est quand même notre perception parce qu'il y en a encore beaucoup qui bougent. Puis des fois, le problème, c'est qu'on oublie ceux-là. On se concentre sur ceux qui font rien, qui sont sédentaires sur leur téléphone, puis tout ça. Mais on oublie qu'il y en a quand même une bonne quantité de jeunes qui sont actifs, qui bougent, qui sont actifs. Nous, pratiquement, la moitié de l'école est en concentration ou dans un sport quelconque ou quelque chose. Fait que, ils ont leur sport, là. Fait que, ouais. Bon, écoute, merci. Puis je te laisse continuer la route, puis on se parle plus tard. Parfait, à plus tard. Merci. Bye. Je m'entretiens avec Mathieu Lalancette, qui est chirurgien à l'hôpital Sainte-Croix de Drummondville. Mathieu, salut. Salut Jean-Pierre. En forme? De moins en moins avec la fin de semaine, je te dirais. Non, très en forme cette année. C'est une bonne édition. On vient de terminer la boucle de 133 km. 135, 135. en fait. Ouais. As-tu trouvé ça difficile? Non, je dirais pas que j'ai trouvé ça difficile. C'était la boucle, l'élément de difficulté, c'est toujours la distance. Une bonne distance, 135 km. Quand même, ouais, c'est ça. On s'organise toujours, puis on l'a très bien réussi encore une fois cette année à se faire un bon groupe, là, puis on s'entraide beaucoup, ça a l'air... Tout à fait. On sous-estime souvent l'effet du groupe en vélo. Pour les gens qui connaissent moins ça, c'est pas si évident, mais en groupe, on se remplace, puis on met les plus forts à l'avant, puis les autres profitent de l'aspiration, puis on dit qu'on peut améliorer là, de 30% nos performances. Fait que 30% dans toute une journée comme ça fait beaucoup de différence. Ben écoute, je suis probablement la meilleure personne pour en témoigner parce que je n'aurais jamais imaginé pouvoir rouler sur une base soutenue à 30 km/h moi-même. Là. Pendant aussi longtemps, non, ça. Normalement, quand je fais peu de vélo, comme tu sais, là, puis quand je fais du vélo, j'ai l'impression qu'à 20-22, je suis à côté un peu. Là. Ouais. Puis là, à 30, on dirait que... Puis il y a une espèce d'effet, comme je te disais à la pause, une espèce d'effet euphorisant. Oui, je suis d'accord avec toi. Associé, surtout si la route est belle. Donc, si on enlève le souci relié à l'état de la chaussée, c'est un peu euphorisant à la limite. Effectivement, Des fois, même les étapes de nuit, particulièrement, on en a fait une ensemble hier soir. Tu sais, à un moment donné, là, ça devient tranquille. Puis il y a le coucher de soleil. Puis là, tu as juste le bruit de la route, puis ça roule vite. Bien. Non, là, il y a comme une transe à un moment donné. Exactement. Moi, je suis dans mon cerveau, là, puis je pense à toutes sortes de choses, puis on dirait que je suis presque déconnecté. Là, c'est un bon feeling, ouais. Non, exactement. Ouais. Puis l'autre chose que je réalise, vivant la chose pour la première fois, c'est l'esprit, je dirais pas festif, mais familial aussi. Là. Vous retrouvez des amis là, que vous voyez peut-être peu. Oui, c'est vrai, effectivement. À force tu sais, moi, c'est ma 10e édition, puis on revoit beaucoup les mêmes gens, puis j'ai plusieurs amis dans d'autres équipes aussi. Comme tu vois, on suit le VR d'un groupe de Sherbrooke qu'on connaît bien. Exact. On se retrouve ici, puis on dirait que c'est comme si on s'était pas vu. C'est comme Noël en juin. C'est le Noël du campeur. C'est le Noël du campeur. Version grand défi. Non, puis tu sais, tu sais, c'est quand même difficile, faut pas se faire croire. Puis on dirait de souffrir, entre guillemets, là, tout le monde ensemble, mais ça rapproche les gens. Exactement. Il y a une espèce d'esprit d'entraide beaucoup. Tu as vu aujourd'hui, on a aidé quelqu'un qui est en difficulté. Exact. On l'a poussé pendant presque 20 km. Ben ça, tu sais, c'est quand même quelque chose. C'est un bon feeling, là, tu sais. Puis lui, il a réussi à finir son étape avec le sourire, avec nous autres, avec tout le monde. Puis, comment tu te prépares pour le grand défi, disons? Disons que j'arrête jamais vraiment de bouger, mais parce qu'il y a quand même, tu sais, t'as beau dire, je joue au hockey ou je fais différentes activités, il faut quand même faire de l'entraînement un peu spécifique. Là, fait que, au début de la saison, on fait toujours, depuis quelques années, avec Nicolas Godreau, à qui tu as parlé tantôt, puis Annie Dehaye. Puis ceux qui veulent bien se joindre à nous, on fait ce qu'on appelle le camp de cassé. Ça, c'est c'est une espèce de camp d'entraînement où on fait une semaine des sorties d'à peu près 100 km par jour. Fait que c'est sûr que ça débute la saison vraiment en force. Puis après ça, j'essaie d'avoir au moins, idéalement, entre 1000 et 2000 km de fait avant de commencer le grand défi, là, pour arriver en forme. Puis le camp de cassé, c'est le nom a commencé parce que, dans le fond, on avait beaucoup d'amis qui faisaient des voyages partout dans le monde pour aller rouler.
Puis nous autres, on reste au Québec, fait on se considérait les cassés de... Fait que le nom est resté, disons. Fait qu'on s'amuse bien avec ça. Puis quand tu embarques sur le vélo pour la fin de semaine, qu'est-ce que tu trouves le plus difficile? C'est au niveau physique, c'est pas nécessairement cardiovasculaire, je trouve. C'est presque plus musculaire. Oui, c'est plus musculaire parce que c'est l'addition des kilomètres à un moment donné. Parce avec l'effet du groupe, la boucle c'est un peu différent, mais disons les autres étapes, on suit un immense cortège de vélos, donc on est presque aussi souvent sur les freins que sur les pédales. Mais les kilomètres s'additionnent, fait qu'à un moment donné, ça rentre dans les jambes. Puis il y a aussi beaucoup le fait qu'on dort très très peu. Puis ça, à un moment donné, très mal aussi. Et très mal. Sauf toi hier soir, là, pour... j'ai réussi à dormir dans un lit 2 fois moins grand que moi. Un divan qui faisait la moitié de ma grandeur. Donc, cette fatigue-là s'additionne à la longue aussi. Puis à un moment donné, on fait ouf. Je peux pas croire que là, cette nuit, là, je vais repartir à 11h. Quand c'est le temps d'y aller, on dirait là, qu'il faut se botter le derrière. Exact. Mais une fois rendu sur l'étape, au bout de 5 minutes, on dirait l'euphorie reprend, puis on se sent bien, puis c'est le fun. On est content d'avoir fini après. Là. Puis toi, aujourd'hui, on est à Sorel, donc pour toi, ça a une valeur particulière. Tu as pu voir ta famille, tes enfants t'attendaient aujourd'hui à l'arrivée. Les enfants m'attendaient à l'arrivée. Ils vont être demain au Stade olympique aussi. Oui. Avec mes parents, une tante. Fait que sinon, c'est particulier. J'ai croisé des amis aussi sur le parcours qui étaient devant leur maison, qui nous ont envoyé la main. Fait que ça fait spécial. C'est le fun. Donc, c'est certain que ce n'est pas ta dernière édition. Ah non, certainement pas. Moi, j'ai vraiment beaucoup de plaisir personnellement à faire ça. Ça m'oblige à m'entraîner, ça m'oblige à me garder en forme. Je trouve que ça donne un bon exemple à mes enfants aussi, puis à mes proches. Puis socialement, en plus, la cause est formidable, je trouve. J'aimerais ça, avant de terminer, que tu me parles un peu justement de la cause de l'école que vous avez supportée là, dans la région de Montréal. Oui. Puis de la visite que vous avez faite aux étudiants là, jeudi matin, donc avant que l'on quitte. Juste avant de partir, on était un petit peu à la dernière minute, mais puis on aurait trouvé ça dommage de s'en priver, même pour nous, là, mais c'est le fun pour les enfants, mais même pour nous, c'est toujours une expérience extrêmement gratifiante. Les enfants sont très reconnaissants, puis à chaque année, on essaie de changer d'école, on essaie d'aller dans des écoles publiques qui ont peut-être plus de besoins. Cette année, c'est souvent en lien avec nous, là, donc on a choisi l'école de la petite fille de Steve cette année. Et puis, on a appris même cette année, en discutant avec les directeurs d'école, tout ça, le budget annuel pour l'équipement sportif dans une école primaire, c'est 300 $. OK. Ça fait que nous autres, on arrive, là, on va leur donner un chèque de 14 000 15 000. C'est incroyable. Là, c'est comme inespéré. C'est ça. Les enfants sont extrêmement excités de ça, puis ils nous ont fait un accueil. Comme des vedettes, non, mais on a la vidéo, peut-être que je le mettrai sur le site web du balado, là, c'est spectaculaire. Mais c'était d'autant plus exceptionnel qu'on ne s'y attendait pas du tout, là. Parce qu'il était comme caché en arrière de l'école. Puis on a comme tourné le coin, là, puis là, mais vous étiez habillés comme des vedettes aussi, c'est ce qui rend l'affaire encore plus drôle. Oui, c'est ça, oui. Il y a un petit gars à la fin qui m'a demandé, il dit « T'es qui, toi? » en pensant que j'étais une vedette connue. Un courant de la course du monde. Ouais. Étiez-vous ému? Oui, certainement, oui. Okay. On avait les petits points des yeux. Oui. Effectivement, c'est fantastique. Ça donne beaucoup d'énergie. Ouais. Bon, ben excellent. Donc, on continue la soirée, puis on se reparle plus tard. Parfait, merci Robert. Merci. Je suis avec Bernard Larue, qui est chirurgien orthopédique au CHUS à Sherbrooke, spécialisé en chirurgie spinale. Bernard, salut. Salut. Ça va bien? Oui. Et toi? C'est quoi la belle journée? C'est quoi ta fonction au Grand Défi cette année? Cette année, je suis le chauffeur de l'équipe 118 Neurofibromatose Québec. OK. Groupe OG. Qui est composé de qui? Nos cyclistes sont Paul Junior Dehaye, Annie Dehaye, sa sœur, ma conjointe. On a François Charles Malo, qui est un collègue chirurgien au CHU. Patrick Bouchard. Nico, tes pneus, c'est bon? Et Fred, je me rappelle même plus de son nom de famille, mais... Bouchard. Fred Bouchard. Fred Bouchard. Patrick. Anyway, les deux gars, ils roulent tellement vite, t'as pas le temps de lire leur nom sur la pancarte. Puis, as-tu déjà fait le grand tour, toi, personnellement? Patrick Raymond. J'ai déjà, j'ai déjà fait le grand défi comme cycliste moi-même à 5 reprises. Okay. Et puis là, c'est ma 2e année en tant que chauffeur d'une équipe. OK.
qui est un rôle bien différent, mais c'est super agréable aussi, la camaraderie, puis d'aider les athlètes. C'est ça et que tout ça. je disais en discutant tout à l'heure avec Mathieu Lalancette, qui est un de tes amis. Là, moi, je découvre un peu l'aspect familial ou festif. Là, ça s'apparente, comme je disais, au Noël du campeur un peu. Oui. Ben, je pense que c'est important. L'événement a de l'ampleur et est ambitieux, mais c'est aussi de démontrer qu'il peut y avoir un défi puis un peu de douleur, que ce soit pour l'orgueil ou pour les muscles et tout ça, mais qu'il y a aussi une célébration à chaque fois des exploits qui sont faits, puis que de faire du sport, c'est une fête, là, tu sais. Ouais, puis quand tu regardes partir tes partenaires pour une étape, es-tu comme déçu, mélancolique, ou t'es juste content parce que toi, tu vas rester sans douleur? Oui, c'est ça, je suis content pour eux autres, pour l'avoir vécu, comment que c'est. Il y a tout le temps un petit stress avant les étapes et tout ça. Puis maintenant, je suis plus sédentaire que j'étais. C'est sûr que ça fait une petite nostalgie, puis peut-être un petit goût de dire, là, il serait le temps de se reprendre en main, puis tout ça. Puis c'est le but du défi, entre autres, de donner le goût. Ouais. Tout à fait. Dis-moi, d'un point de vue là, musculo-squelettique ou autre, là, ça relève peut-être moins de ta spécialité qui est la chirurgie spinale, là, mais globalement, le vélo, c'est un sport qui est quand même qui se pratique à tout âge, là, puis qui n'est pas trop dur, entre guillemets, pour les articulations. Le vélo, c'est super accessible. Puis au Québec, on a la chance qu'en plus du vélo de route, il y a le vélo de montagne qui s'est beaucoup développé, le fat bike l'hiver qui prend de l'ampleur, les vélos avec assistance électrique aussi sont beaucoup plus accessibles. Il y a bien des personnes plus âgées qui, dans mon entourage, qui m'ont dit je n'avais pas fait de vélo depuis des années, mais là je me suis acheté avec assistance électrique, puis ça me donne le goût d'en faire, puis c'est plus facile sur peut-être les articulations ou les muscles et tout ça. Fait que oui, c'est fantastique. En fait, dans ma pratique professionnelle, je vois pas beaucoup de gens qui ont des blessures causées par le vélo. C'est un sport sans impact, fait que c'est souvent recommandé. En post-opératoire de chirurgie orthopédique, il y a souvent du vélo stationnaire pour le regain d'amplitude et tout ça. Les gens directement reliés à ma pratique, les gens avec une sténose spinale souvent sont mieux en vélo qu'à la course là, à cause de la flexion du tronc, ça les aide à faire du sport et tout ça. Fait que, c'est bien. En fait, ce qu'on voit le plus dans ma pratique, c'est des blessures accidentelles suite à des chutes. Là, heureusement, souvent relativement mineures. Là, on pense à la fracture de la clavicule, c'est probablement ce qu'on voit le plus souvent. Là. Mais comme ma blonde dirait, l'activité blesse parfois, mais l'inactivité tue. Elle n'arrête pas de me dire ça. Je sais pas c'est quoi son message, là, mais... Mais dis-moi, tu parlais d'accidents. Voyez-vous plus d'accidents ou de traumatismes avec la hausse de la popularité? Bonne étape, les gars. Non, mais... c'est certain que, je te dirais, personnellement, je suis loin d'être un expert en vélo de montagne, mais il y a visiblement un aspect technique au vélo de montagne qu'il faut acquérir ou maîtriser avant de se lancer dans des pistes expertes. Ce n'est pas juste une question de forme physique cardiovasculaire. Là. Donc ça, c'est sûr que des fois, on peut voir des traumatismes plus intenses à cause de soit de la témérité ou du manque d'expérience des athlètes. Là. OK. C'est bon, mais je te remercie pour l'information, puis bonne fin de soirée. Toi aussi, merci, salut. Merci. Alors, toute bonne chose a une fin. Il faut revenir à notre vie, à notre travail. En préparation du balado, j'ai quand même pris l'opportunité de recontacter deux des personnes que j'avais revues au Grand Défi. Et cela donne donc une saveur un peu différente à l'expérience.
le grand défi est terminé depuis quelques semaines. Nous sommes tous retournés à nos activités. Et j'ai pensé en conclusion d'épisode recontacter Mathieu Lalancette pour avoir un peu son opinion. Voyons si Mathieu va nous répondre ce matin. Oui, allô? Salut Mathieu. Salut Jean-Pierre. Ça va? Ça va bien toi? Oui, ça va bien. Donc, je suis en train de conclure mon balado sur le grand défi. Puis là, je pensais te reparler là, avec quelques semaines de recul au sujet de l'édition 2022. Puis je voulais savoir un peu quel souvenir tu en gardais. Là. On est rendu maintenant à 3 semaines environ après. Oui, effectivement, c'était vraiment une belle édition, j'ai trouvé cette année. C'est toujours une belle édition, on dit toujours ça, on dirait, mais on s'est fait un petit peu malmener par la météo au départ. Comme tu te souviens, là, les 3 premières étapes, il y a eu de la pluie comme rarement on en a vu. Là. Mais après ça, il a fait très beau, puis aussi pas trop chaud, puis les étapes étaient vraiment plaisantes. Notre équipe était comme toujours vraiment plaisante, une belle chimie. Fait que j'en garde un excellent souvenir. Je sais pas si c'est la même chose pour toi. Tout à fait. Écoute, pour une première édition, là, pour moi, c'était parfait. Là. Je sais que les membres de l'équipe étaient inquiets un peu de voir si ça allait. J'ai réécouté certains des enregistrements, là, dont notamment un long laïus que j'ai eu de la part de Steve Miller au sujet de la technique pour rouler en peloton. Là, donc, c'était assez amusant, je te dirais. Là. Dis-moi, la levée de fonds, là, on a quand même remis 14 500 $ à l'école de la petite fille de Steve, Alice. Là. Est-ce que c'était un record pour vous? Pour notre équipe, effectivement, c'est un record. À chaque année, on ramasse toujours un petit peu plus à chaque année, mais à un moment donné, ça devient difficile de... c'est toujours les mêmes gens qu'on sollicite, veut pas, et on est souvent sollicité pour toutes sortes de causes qui sont toutes aussi louables les unes que les autres. Mais cette année, vraiment, c'était une excellente école, 14 500 $ pour une école. Quand on pense que le budget annuel, on s'est fait dire que le budget annuel pour l'équipement sportif d'une école primaire, c'est 300 $ au Québec. Fait que c'est sûr que 14 500, c'est incroyable. Pour eux autres, c'est extrêmement bienvenu. Là. Donc, je pense qu'ils ont des beaux projets et tout ça. Là. Fait que c'est bien intéressant. Allez-vous retourner ou à l'école donner l'argent? Non, dans le fond, il y a eu la visite avant, puis... Ouais, effectivement, quand on a l'occasion de se regrouper, on aime ça aller porter le chèque aux jeunes, faire une petite apparition à l'école, puis fait que si ça peut s'organiser, habituellement, ça se fait à l'automne. On va essayer de le faire, effectivement. Écoute, j'avais une question pour toi, là. C'était ma première édition, moi, puis j'arrivais là sans aucune connaissance, vraiment. Là. Je me connais, là. J'arrivais en me disant que j'allais apprendre sur le tas, là, la dynamique de l'événement. Comment expliquer que 6 personnes, dont certaines se connaissent peu ou pas, puissent vivre entassés les uns sur les autres pendant 4 jours dans un motorisé qui est conçu pour un couple avec... deux jeunes enfants d'âge préscolaire. C'est vrai, hein, effectivement, je m'étais jamais arrêté à penser à ça, mais disons que ça, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça rapproche. Hein? Dont une femme en plus. Là, dont une femme en plus qui nous a vu nous changer en se cachant plus ou moins bien. Exact. Il faut se mettre de la crème sur les fesses, et disons que ça rapproche les gens qui se connaissaient moins au début, disons ça comme ça. Mais... D'ailleurs, Jean-Pierre, moi, si tu permets, je vais te proposer quelque chose. Comme c'était ta première édition, et puis que moi, je suis un habitué de ta balado, je sais qu'il y a toujours une section baguette magique. Oui. Saisir la baguette magique pour l'utiliser, en fait, pour renverser ton podcast. Peut-être une première dans l'histoire du podcast. Tout à fait. Je deviendrai l'intervieweur et tu deviendrais l'invité. D'accord. Alors, c'était d'accord. Parce que moi, je pense que c'est intéressant pour tes auditeurs, comme ton balado porte sur l'édition du Grand Défi, le fait que c'est ta première expérience, je pense qu'il y a peut-être des informations intéressantes à sortir de là. Si tu permets, je te poserai quelques questions. Je t'écoute. Puis même, idéalement, c'est pour qu'on sache que la magie a bien fonctionné. Là, si on pouvait avoir la voix de Martine Hors-Champ qui dirait je vous présente votre hôte, Dr Mathieu Lalancette, un peu comme elle fait
comme elle fait pour toi, on aurait vraiment l'impression qu'on aurait créé quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui. Écoute, je vais voir avec ma productrice si on peut organiser ça. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. Bienvenue à La santé au-delà des mots, édition spéciale. Votre hôte, Mathieu Lalancette, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine. Bonne écoute! Donc, ma première question, Dr. Gagné, je pense que je me demandais, toi qui t'es pas à la base, t'étais pas un cycliste, t'es quelqu'un de très en forme, c'est évident, là, mais t'es pas quelqu'un qui faisait du vélo normalement. À partir du moment où on a commencé à te solliciter pour participer au Grand Défi avec nous dans notre équipe cette année, qu'est-ce qui t'a passé par la tête au début, puis qu'est-ce qui t'a finalement convaincu? Parce que je pense que ça n'a pas été un oui immédiat, tu sais, je pense que tu as eu une réflexion, tout ça. Fait que c'était quoi ta réflexion, puis qu'est-ce qui fait qu'on a réussi à te convaincre? Disons, me convaincre, c'est pas l'envie était là parce que vous êtes tous des très bons amis, là. Je pense que c'est l'appréhension. Écoute, je n'avais jamais fait vraiment de vélo, jamais roulé en peloton, là, pour dire quelque chose. Puis là, quand vous parliez de certaines vitesses de peloton, là, j'étais incapable de prévoir si je pourrais tenir le rythme, là, tu sais. Malgré le fait que je suis relativement en forme là, pour un gars de 52 ans. Mais, tu sais, j'appréciais pas tant que ça l'effet d'aspiration d'un peloton, là, puis le fait qu'on pouvait finalement atteindre des vitesses quand même assez intéressantes, là, notamment. Puis c'est vraiment lors de la boucle à Sorel là, que j'ai réalisé ça. Puis j'ai retrouvé un peu là, dans la boucle à Sorel, quand on était capable de rouler un bon moment, là, un peu le même effet qu'on peut retrouver lorsqu'on fait de la course à pied, là, une espèce d'euphorie, là, si tu veux, là, probablement générée par les endorphines, là, une espèce de sérénité là, qui est assez particulière parce qu'on roulait peut-être à 35 km/h à certains moments. Oui, effectivement. Donc, c'était peut-être la crainte de ça, là, tu sais, mais ça s'est estompé, je te dirais, assez rapidement, là. La première journée était difficile là, pour des raisons techniques, là, mais là où j'ai réalisé finalement que j'avais peut-être une constitution à certains égards pour faire cette activité-là, c'est l'étape qu'on a faite ensemble. Là. La première étape de soir, là, où j'ai réalisé finalement que j'étais capable de pousser, de monter des côtes, puis de garder le tempo. Puis après, je te dirais que je n'avais plus de crainte. Là, tu sais. Puis comment tu t'es senti dans le peloton initialement? Là, c'est sûr que tu as eu tes crevaisons, puis tout ça, puis il pleuvait à boire debout. Ta première étape, c'était difficile, mais une fois, là, que t'as pris le beat, là, comment tu te sentais dans ce peloton-là? Très bien. Est-ce que tes inquiétudes, finalement, se sont avérées ou... Non. Écoute, ça s'est estompé presque immédiatement, là. Puis, je dirais qu'en même temps, on se compare et on se console, là, dans le sens où je voyais aussi des gens autour de moi, là, qui avaient peut-être un peu plus d'expérience, mais en partant, mais qui, genre, tu sais, des fois, c'est sûr que c'est un jugement, mais des fois, on regarde les gens puis on dit, peut-être la condition physique de certains des participants est peut-être pas à la hauteur, là. Donc, tu sais, tout ça a fait que j'ai été assez confiant. Ça t'a mis en confiance. Mais c'est vraiment la première étape de soir, là, tu sais, donc de rouler dans le noir, en peloton, à une bonne vitesse, puis, comme je te dis, d'être capable de monter des côtes. Je te rappelle au début, là, je pense que tu étais même surpris. Là. Oui, c'est ça que j'allais dire. Pour ma part, j'ai été vraiment impressionné par ton comportement en peloton parce que, tu sais, quand on est habitué, là, moi, comme tu sais, c'était ma 10e édition, puis je fais beaucoup de vélo, puis, tu sais, on les remarque assez rapidement, les débutants, puis même, tu sais, des fois, à certains égards, ça peut même être un peu dangereux, les gens qui ont de la difficulté à se comporter en peloton, puis, tu sais, c'est notre travail un peu, ceux qui sont habitués de les aider puis de les coacher un peu. Mais j'étais vraiment impressionné pour un gars qui avait pas d'expérience, qui est arrivé la veille, qui avait jamais roulé en peloton. Je trouvais que tu avais catché assez vite la dynamique, puis c'était vraiment agréable. C'est vrai que c'était une belle étape, ça roulait bien. On a roulé ensemble pratiquement tout le long, puis c'était une étape qui a roulé assez rapidement quand même, là, puis je trouvais que tu avais une bonne forme physique d'abord, mais aussi tu te comportais bien en peloton. C'était vraiment agréable. Là. Merci. Ma deuxième question, Jean-Pierre, si tu permets,
je me demandais, par rapport à ce que tu t'attendais du grand défi, mettons, là, on t'en avait parlé, tout ça, puis ce qui s'est passé réellement, est-ce que c'était conforme à tes attentes, tu dirais, ou c'était différent de ce que tu t'attendais, avec le recul maintenant? Ben, ça a été en 2 phases, là, le jeudi et le reste. Donc, le jeudi, on se rappellera la pluie, le froid, puis des crevaisons là, en raison d'un pneu défectueux. Donc, le jeudi, en fin de journée, je me demandais ce que je faisais là. Suite à ça, ça a vraiment dépassé mes attentes, là. Okay. Puis, comme je te dis, moi, j'arrivais là sans attente particulière. Je connaissais la cause, mais pas tant que ça. Là, je réalise qu'on ramasse énormément d'argent, puis qu'on aide une école en particulier. La philanthropie, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je te dirais que ça rejoignait plusieurs de mes valeurs. Puis, je trouvais qu'on avait quand même une belle équipe, là. Puis ta sœur, comme je t'ai dit, là, hors d'onde, était vraiment extraordinaire, là. Elle s'est occupée de nous comme... ma soeur qui était chauffeur, là, qui s'est vraiment, effectivement, très bien occupée de nous, comme à chaque année. Elle a déjà fait le grand défi comme cycliste. Mm-hmm. Là, maintenant, ça fait quelques années qu'elle le fait comme chauffeur. Puis vraiment, on est gâtés. On réalise pas l'importance d'un bon chauffeur là, quand on connaît pas ça. Là, mais elle fait pas juste conduire le véhicule. Là, c'est d'aller chercher les lunchs, de s'assurer qu'on est à la bonne place à la bonne heure. C'est elle qui gère le temps. Parce qu'on perd un peu la notion du temps. On sait plus où est-ce qu'on est, dans quelle ville on est. On ne sait pas trop. Ouais. Ben, en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que je serais incapable de mémoire là, de te donner l'horaire. Là. Comme je me rappelle des scènes, mais je suis incapable de dire ça, c'était où, tu sais. Parce que c'est comme, effectivement, c'est comme on entre là-dedans, puis on faisait la blague. Tu te rappelles, on disait qu'on était comme des vedettes rock, là, tu sais, on pense être à New York, mais on est en Australie, là. C'est ça. Et puis, peut-être comme dernière question, Jean-Pierre, tu sais, je sais pas si tu viens, on a roulé ensemble aussi la dernière étape, là, une espèce de courte étape finale qui nous amenait, si je me souviens bien, cette année, c'était de la Prairie jusqu'au Stade olympique à Montréal. Puis là, il y a comme une espèce de moment magique où on est les 1000 cyclistes, tout habillés pareil, sur le pont Jacques-Cartier qui est fermé pour nous. Puis là, c'était comme un peu surréel, puis on roulait ensemble comme ça, puis on jasait, puis je me demandais comment tu te sentais à ce moment-là, puis comment tu te sentais... au moment d'arriver au Stade olympique, c'est quand même un déploiement d'envergure là, qui nous accueille avec ta famille qui était là aussi pour t'accueillir. Exact. C'était quoi ta sensation à ce moment-là? Ben, la fierté, je pense, là, puis le sentiment du devoir accompli, là. La vue sur le pont, c'est assez réussi, je te dirais, là. Si j'étais, moi, dans le grand défi, c'est certain que j'essaierais d'installer une caméra vidéo en haut du pont là, pour prendre ça. C'est vraiment spectaculaire. Ouais. L'arrivée au stade aussi, là, c'est plaisant de revoir tout le monde. Non, c'est vraiment, écoute, ça termine bien, là, cette activité-là. Puis il faisait beau. Puis c'est vraiment super. Là. Puis en fait, j'ai vu beaucoup de gens que je connaissais, là, sans peut-être vous en faire mention, là. Mais on finit par rencontrer un paquet de gens. J'ai revu des amis de Drummondville, dont un qui est pharmacien là, dans le coin, là, près de Nicolette. Et j'ai vu plein de monde. Là. C'est vraiment plaisant. Là. J'ai connu des gens de Sherbrooke là, qui sont des amis communs aussi à Nicolas et à toi. Donc, c'est un combo parfait. Oui, puis toi, avec ta curiosité et ton sens inné de créer, d'entrer en relation avec des gens, en roulant, t'as aussi fait beaucoup de connaissances et t'as entendu des histoires assez incroyables de gens qui participaient au Grand Défi. Ah, tout à fait. Bon, ben, je te redonne ta baguette magique. Peut-être que je te demanderais de t'en servir toi-même. Si jamais les circonstances s'y prêtent l'an prochain, là, on n'est jamais trop sûr de notre équipe. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui ont un peu des droits acquis, là, des anciens participants et tout ça. Mais si jamais on t'offrait la possibilité de participer à nouveau l'an prochain, est-ce que tu serais partant? Sans hésitation, c'est sûr. OK. Ah, ben ça, je suis content. Sans hésitation, là. Mais en fait, moi, ce que je verrais de bien, si jamais vous m'invitez l'an prochain, je pense qu'on pourrait, en s'y mettant plus tôt, lever plus de fonds, là. Donc, peut-être le petit côté compétitif qui ressort, là, mais... c'est excellent, ce côté-là. Mais je pense que c'est une levée de fonds qui pourrait probablement être lancée peut-être juste avant Noël. Oui, qui permettrait on le fait un peu tard. Là. Ben, en fait, parce que souvent, avant Noël, décembre, les gens renvoient leur famille dans le temps des fêtes.
Oui. C'était un bon moment d'aller chercher de l'argent, puis des fois dans les compagnies, il y a toutes sortes de trucs qu'on peut faire, là, les compagnies, peut-être fonder des groupes, puis normalement un groupe comme nous de 5 cyclistes, là, tu peux te trouver peut-être quelques ambassadeurs entre guillemets à qui tu donnes des mandats, puis mais je vais certainement de lever plus d'argent, puis écoute, parce qu'on a levé quand même 25 000 facilement. Puis, il y a des équipes qui font un travail incroyable. Là, on les a présentés au début de la compagnie. C'est quoi? C'est Ciment Québec. Tout à fait. Des centaines de milliers de dollars. C'est incroyable. C'est incroyable. Parce qu'en fait, ce que je comprends, c'est qu'il y a un montant de la collecte qui va au Grand Défi. Oui, c'est ça, 11 000 $. Donc, c'est ce qui explique qu'on a levé donc autour de 25. Nous, on remet 11 au Grand Défi, puis le reste à l'école primaire de notre choix. C'est bien ça? C'est ça, exactement. C'est vraiment super. Écoute, donc, non, mais si vous me demandez, là, je serai prêt, puis peut-être un peu mieux équipé. on va inspecter ton vélo cette fois-là. Non, mais peut-être que je changerai de vélo, probablement. Merci de ta participation, Jean-Pierre. Honnêtement, c'était vraiment plaisant de faire ça avec toi. Puis je dirais qu'on t'a taquiné beaucoup avec l'histoire du podcast, mais finalement, ça a donné une dimension nouvelle à cette histoire-là. Puis ça a été finalement agréable. J'ai hâte de voir, on va s'entendre. On va peut-être changer d'idée quand on va s'entendre. Non, j'ai confiance, j'ai confiance. Bon, ben écoute, merci d'avoir pris l'appel. Ça fait plaisir. Bonne journée, Jean-Pierre. À bientôt. Okay, bye. Alors tout le monde, il nous reste 2 minutes avant le départ. Quelques petits messages, s'il vous plaît. Premièrement, vous êtes super beaux, avec le soleil, une belle gang. On veut ce soir rouler en sécurité. Donc je vous demanderai une chose super simple, rouler entre les lignes, une voie, 3 par 3, des belles rangées de 3 par 3. Et rouler à l'intérieur. Super. Vous serez attentifs. Le chef encadreur nous dit beaucoup de crevasses sur le long des lignes. Soyez attentifs. Le Grand Défi, c'est aussi l'occasion de rencontrer et de revoir des gens qu'on a perdu de vue depuis trop longtemps. Et ça a été l'occasion cette année lorsque j'ai revu avec un grand plaisir Luc Tremblay, qui est ergothérapeute. Luc est également directeur des services logistiques et techniques au CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je loge donc un appel à Luc pour avoir son retour sur l'événement 2022 et sa vision du Grand Défi Pierre Lavoie. Oui, allô? Salut! Salut! Ça va? Salut, merci de prendre l'appel. Avant l'entrevue, là, je mentionnais aux auditeurs qu'on a tendance à perdre des amis de vue avec le temps. Et tu entres dans cette catégorie, là, ça n'a aucun sens le temps qui s'est passé depuis la dernière fois que l'on s'est vu. Effectivement. Fait que cette année, moi j'arrive, c'est ma première édition, là, je suis un peu perdu, là, le jeudi matin il pleut, il fait froid, puis là je tombe sur toi pour réaliser que tu étais comme dans l'organisation ou dans la gestion de l'événement, là, ou Oui, tout à fait. Cette année, c'est ça, après l'avoir roulé 9 fois, okay. Je pensais ne pas participer cette année. OK. Mais Pierre avait besoin de quelqu'un pour gérer la vitesse du peloton. OK. Fait que il m'a lâché un petit coup de fil pour dire est-ce que tu seras en mesure de t'impliquer cette année pour faire ça? Parce que ça prenait quelqu'un qui avait de l'expérience
sur le comportement du peloton, justement, parce que 1000 cyclistes, ça se comporte pas comme une dizaine. Donc, fait que j'ai décidé de faire le saut du côté de l'organisation cette année. Mais dis-moi, là, tu étais comme dans ce qu'on appelle le QG1, dans le fond, là, qui est l'espèce de immense motorisé qui mène le peloton, c'est ça? Exactement. Ben, en fait, le principe du grand défi, tu sais, c'est particulièrement, c'est un travail sur la sécurité des cyclistes. Ça, ils mettent énormément d'emphase là-dessus. Puis, c'est ce qu'ils appellent le convoi. C'est une énorme boîte rectangulaire dans laquelle il y a un ensemble de véhicules, incluant les cyclistes. Puis ça, c'est protégé par, entre autres, la Sûreté du Québec. Puis le QG1, c'est un des véhicules de tête. Là. En fait, c'est celui qui est juste en avant du peloton. Puis à travers les années, là, ils ont acheté ce véhicule-là, qui est un motorisé là, de au-dessus de 30 pieds, là, je pense 32, 33 pieds, puis ils ont ouvert l'arrière, puis ils ont fait fabriquer une plateforme qui s'ouvre et qui permet de voir le peloton en temps réel, en continu. Donc, pendant les 4 jours, on est de reculons, puis on regarde le peloton se comporter. Puis dis-moi, mais toi, c'était ta première expérience à ce titre-là? Oui, exactement. Donc, embarquer même dans le QG1 et voir le peloton de cette façon-là, t'avais pas d'expérience avec ça, ou tu l'avais déjà fait un peu? Non, même pas. En fait, c'était des amis qui le faisaient. Là, justement, Éric Gagnon, qui est un de mes amis, là, c'est lui qui faisait ça depuis des années. Puis là, cette année, il le roulait. C'est un peu comme ça que le lien s'est fait là, pour prendre son relais, là, parce que on s'entend, c'est du bénévolat. Fait qu'à chaque année, lui, il se mettait sur pause pour le rouler, parce qu'il jouait ce rôle-là, qui est un rôle important, parce que en fait, dans ce rôle-là, on ajuste vraiment, comme je te disais, on est en contact continu avec l'ensemble du convoi, donc autant le QG2 qui est complètement à l'arrière que la voiture de sécurité à l'avant, des éclaireurs qui appellent, il y a un éclaireur qui lui est beaucoup plus loin sur la route puis qui il détecte toutes les trous dans la chaussée, tout ça. Puis là, nous, dans le rôle, entre autres, moi je me trouve à communiquer aux cyclistes, attention, asphalte, avec des trouées à gauche, à droite. Pendant tout le long, dans le fond, on se trouve à annoncer ça un peu. Fait que cette année, c'est ça, j'ai appris ça sur le tas, comme on dit. Mais puis finalement, mais pendant l'activité, là, étais-tu content d'être là ou finalement ça te démangeait puis t'aurais aimé être dans le peloton? Ben, en fait, je l'ai roulé 9 fois, hein, puis ce qui est génial dans le Grand Défi Pierre Lavoie, c'est vraiment le dépassement de soi, là. Puis je me disais que c'est ça, après 9 fois, puis c'est pour ça que j'avais décidé de plus le faire, parce que les émotions que des personnes vivent d'avoir dépassé leurs limites ou ben de s'être remis en forme ou ben ça, moi en fait, mon rôle c'était un rôle d'encadreur depuis des années, mais je me disais j'étais rendu à laisser la place à quelqu'un d'autre pour le vivre, soit comme encadreur ou ben comme cycliste pour arriver au stade olympique puis verser les larmes que de nombreux cyclistes versent, puis c'est tellement beau à voir. Mais là, comme organisation, je suis vraiment content de l'avoir fait avec ce nouveau regard-là, parce que c'est parce qu'il y a autant de bénévoles, puis qu'il y a autant d'implications de toute nature que ça se produit. S'il n'y avait pas de bénévoles au Grand Défi Pierre Lavoie, il n'y aurait juste pas de Grand Défi. Tout à fait. On parle d'au-dessus de 200 bénévoles, mais en fait, c'est tous ces rôles-là, l'ensemble de ces rôles-là qui font en sorte que les cyclistes vivent une expérience très intense et probablement que tu ne te doutais pas de ce que tu allais vivre, Jean-Pierre, pendant ces 3 jours-là. Mais c'est ça, c'est l'ensemble de ces rôles-là qui donne ces résultats-là. Puis toi, d'avoir été là, donc du côté de l'arrière-scène,
tu as découvert des choses que tu ignorais, j'imagine? Il y a des choses qui t'ont surpris ou qui t'ont émerveillé? Ouais, vraiment. Je pensais que l'intensité que je vivais comme cycliste, ben, qu'il n'y avait que les cyclistes qui la vivaient, alors que c'est pas le cas du tout. Les bénévoles, dans le fond, sont sur le même high là, de cette espèce d'intensité-là continue de à quelle heure part le peloton, à quelle heure je dois être à telle place. La gestion de l'horaire serré, puis le très peu de sommeil pendant ces journées-là, ben les bénévoles sont sur ce même rythme-là. OK. Fait que ça, je me doutais pas de ça. OK. Et je me doutais pas à quel point la logistique était gigantesque derrière ça. Ça peut paraître anodin, là, 1000 cyclistes là, sur la route, mais tout ce que ça comporte, juste pour me nommer le grand défi, il y a 40 véhicules qui fournissent nourriture, le matériel, l'installation des prochaines arrivées. En tout cas, c'est. Fait que lorsque tu es de ce côté-là de la barrière, ben, tu vois toute cette organisation-là, puis tout le travail qui est mis pour que ça se passe. Puis c'est pour ça que c'est un événement qui, année après année, puis même cette année, je dirais c'était une année charnière parce que suite aux 2 années de pandémie, ben là, les gens s'étaient tournés vers d'autres activités ou de relancer ça, c'était un tour de force, puis Pierre et son équipe ont relevé ça vraiment haut la main, là. Mais encore une fois, c'est avec l'implication des 1000 cyclistes qui ont cumulé les sous pour la fondation et des bénévoles, c'est pour ça que ça se passe à chaque année. Fait que c'est vraiment un truc collectif parce que tout le monde met la main à la pâte. Là. Non, écoute, c'est spectaculaire, là. Mais je me demandais, est-ce que ça ne pourrait pas être plus gros, hein? Je pense que ça atteint en termes de gestion, de sécurité. Je pense que moi, vraiment, puis même en termes de sécurité, parce que, comme je te disais, là, il y a énormément d'emphase qui est mis sur la sécurité, puis déjà, puis ça, les cyclistes, ils le voient pas nécessairement, mais au cours de il y a toutes sortes de choses qui se produisent là, pendant les 3 jours, dont des automobilistes inattentifs qui rentrent dans le peloton, mais qui rentrent dans le convoi, entre 2 véhicules ou entre quelques cyclistes. Et il y a des choses complètement folles qui se produisent. Puis là, en fait, tout est tellement calculé au quart de tour qu'on est capable de réagir. Mais si c'était plus gros, j'ai l'impression qu'on mettrait un peu la sécurité en jeu. Là. Fait que, ils ont fait le choix de garder ça de cette grosseur-là. Puis déjà, on parle de c'est 210 équipes maintenant. Probablement, 210 équipes, là, ouais. Puis en fait, le message du 1000 km, c'est vraiment c'est un clin d'œil au Québec pour faire un moment, puis dans le fond de célébrer ça, mais le travail au cours de l'année de sensibilisation, les cubes, la course, tous les autres événements, en termes de santé publique, je trouve que ça a beaucoup plus d'impact que le 1000 comme tel. Le 1000, c'est comme un message ou une célébration, mais les gestes de l'année entière dans les écoles, le cumul des cubes d'énergie, la course au secondaire, là tu entre guillemets, tu formes ta jeunesse pour plus tard. Là. Tout à fait. Fait que ça, c'est des gestes de santé publique majeurs. Là. Dis-moi, Luc, la mission ou la vision initiale du grand défi, c'était, tu me corrigeras, mais les maladies orphelines, là, puis en lien avec la triste histoire de Pierre Lavoie. Est-ce que c'est un enjeu ou est-ce que c'est un risque de perdre un peu, là, finalement, la mission initiale, là, au profit d'une très bonne cause aussi, qui est la santé globale, mais qui est... En fait, ce que j'observe, puis de la manière que Pierre semble mener ça, c'est que c'est mené de front. Tu sais, autant
tous les enjeux de santé publique en termes de mobilisation de la population aux saines habitudes de vie, mais les maladies orphelines n'ont pas été laissées pour compte. D'ailleurs, avec les annonces ministérielles cette année récentes sur les prochaines interventions au niveau des maladies orphelines, ça démontre bien que, dans le fond, ça a été entendu. Tout le dépistage maintenant qui se fait sur demande pour les familles qui le souhaitent, je veux dire, c'est tous des résultats dans le fond des actions de Pierre qui sont parties spontanément de son histoire, tu l'as bien dit, là, d'une folie qu'il avait faite à l'année 1, c'était le tour du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 650 km, qui faisait ça d'une traite. Mais il a bâti par-dessus ça, puis là, c'est devenu ce que c'est aujourd'hui, mais je pense pas que ça a perdu de son essence. Est-ce que c'est vrai que lors des premières éditions, il faisait les 1000 km au complet aussi? Oui, puis c'est pendant des années, il a fait ça, là, puis un moment donné, il disait... Pierre, il arrivait, il n'y avait plus de voix au stade olympique. Mais c'est un athlète incroyable. Je veux dire, ce gars-là, il a des capacités, là, c'est fou. Mais son message, c'est pas tant ça. Lui, dans le fond, il s'utilise comme porte-étendard, mais ce qu'il souhaite, c'est bien plus que les autres, de faire voir les autres, puis que les autres prennent le relais. Fait que, à travers les années, il a été en mesure de dire, moi, je suis pas toujours obligé d'être là parce qu'il y en a des gens en avant du peloton, puis dans le peloton qui portent le message. Fait que au fil des ans, pour une question de sécurité aussi, pas de sommeil, pas dormir presque. En fait, c'était même pas presque, c'est pas dormir pendant 3 jours. C'est pour la santé, c'était pas une bonne chose. Fait que il a été en mesure, une fois que le message était clair, puis qu'il y avait l'aura autour de lui, je pense que il est plutôt en train de la distribuer, ce là, puis c'est une bonne approche, je pense. Effectivement. Écoute, c'est surtout qu'il faut envoyer le bon message. Là. Si on lance un message de santé et de sécurité, il faut... Tout à fait. Faut être cohérent. Non, puis c'est pour ça, c'est ça, exactement. C'est pour ça que, en fait, au départ, c'était le dépassement de soi. Tout à fait. Mais maintenant, c'est ça, c'est plutôt la santé globale, puis c'est ça, c'est en cohérence avec ça, tout à fait. As-tu des plans pour 2023? Es-tu déjà dans les cartons comme encore bénévole? En fait, ils souhaitent à chaque année qu'on se réimplique. Probablement. Je vois aussi Joanne, ma conjointe, là, qui est médecin, va possiblement s'impliquer dans l'équipe médicale. Puis c'est ça. C'est de vivre cette intensité-là. C'est des beaux moments, franchement. Tout à fait, écoute. Puis on connaît tellement de monde dans ce groupe-là que c'est un moment de socialisation et de réalisation qui peut inspirer bien du monde. Là. Fait que ça se peut très bien que on soit du départ encore l'an prochain. C'est bien. Écoute, je vais te laisser aller continuer tes activités. J'ai été super content de te revoir, puis j'espère qu'on n'attendra pas le grand défi 2023 pour se revoir, Luc. Fait que passe une belle fin de journée, puis à bientôt. Merci Jean-Pierre. Salut, bonne journée. Bye. Alors, toute bonne chose a une fin. C'est donc la conclusion de cet épisode qui a relaté ma participation au Grand Défi Pierre Lavoie 2022. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous avez écouté La santé au-delà des mots. À bientôt.